Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme de cette émission, la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis, l'occasion de se rendre à la NASA et de réaffirmer la collaboration franco-américaine en matière de spatial. Dans cette délégation française, on comptait l'entreprise Kinéis qui a pu présenter sa constellation de satellites. Alexandre Tisserand, le président de l'entreprise toulousaine, nous racontera les coulisses de cette rencontre dans le Col Actu. Et puis, nous verrons ensemble des impressionnantes images d'une sortie extra-véhiculaire réussie autour de l'ISS et Mars qui nous dévoile encore d'étonnants secrets sur son histoire. Ensuite, ce sera votre talk et on embarquera ensemble sur le programme Artemis avec nos invités pour revoir et comprendre les enjeux politiques et technologiques du retour des hommes avec un grand H sur la Lune, alors même que la capsule Orion s'apprête à rentrer sur Terre après avoir fait le tour de notre satellite, la première étape du programme Artemis. Voilà pour le sommaire, on démarre avec votre séquence Le Col Actu sur Bismart. Le président Emmanuel Macron a visité le siège de la NASA la semaine dernière, alors qu'il entamait une visite aux États-Unis pour discuter avec les dirigeants américains de questions allant de la guerre en Ukraine à la Chine. Pour sa deuxième visite d'État aux États-Unis depuis son entrée en fonction en 2017, le sujet du spatial était au cœur des discussions. Le président a souligné l'importance des normes pour opérer dans l'espace, de la collaboration pour lutter contre le changement climatique, mais aussi pour préserver la sécurité. Pour rappel, Kamala Harris et Emmanuel Macron ont proclamé il y a un an à Paris une coopération américano-française sur l'espace. Depuis, la France s'est jointe aux États-Unis et à plusieurs d'autres nations pour exclure par exemple les essais destructifs de missiles anti-satellites à ascension directe. Après, rappelez-vous que la Russie ait frappé un de ses propres satellites en orbite. Alors toujours sur le même sujet, sur le thème de cette collaboration franco-américaine, la start-up Kinéis, une start-up toulousaine, se trouvait dans cette délégation dédiée au spatial français. L'entreprise a pu présenter sa future constellation à Washington, une constellation de 25 nanosatellites dédiés à l'Internet des objets, dont la mise en orbite est prévue d'ici environ un an. Cette nouvelle connectivité basse consommation permettra donc de localiser les objets où qu'ils soient dans le monde et collectera quasiment en temps réel les données de ces millions d'objets. Alors pour l'occasion, nous avons en ligne avec nous Alexandre Tisserand, le président de Kinéis. Merci d'avoir répondu au Col Actu de Smart Space aujourd'hui, Alexandre Tisserand. Vous allez peut-être pouvoir nous donner les coulisses de cette rencontre. Quels étaient les enjeux pour vous ? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, donc j'ai eu l'honneur et la joie d'être à Washington la semaine dernière pour cette visite d'État. Et on peut quand même tous se féliciter, en tout cas reconnaître l'importance du spatial dans la coopération franco-américaine, puisque le président a commencé sa séquence d'État par ça, avec, comme vous l'avez appelé, une visite à la NASA pendant plus d'une heure et demie le mercredi matin. Et il avait donc rendez-vous avec la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, pour évoquer toute la coopération franco-américaine dans le spatial. Et donc, Kinéis, qui a hérité du système Argos, en est un parfait exemple, puisque Argos, c'est un système qui a été créé dans les années 80 sur la base d'une coopération entre la NASA et le CNES, depuis laquelle on n'a pas arrêté de coopérer avec les États-Unis. Nous-mêmes, Kinéis, donc on a ces 9 satellites Argos qui sont en vol. Comme vous l'avez dit, on lance 25 nanosatellites à partir de la fin de l'année prochaine. Et on a ouvert donc une filiale à Washington en début d'année, à partir de laquelle on s'étend aux États-Unis. Et donc cette visite était vraiment l'occasion pour nous évidemment de présenter ce qu'on fait, mais plus largement pour le secteur du spatial de mettre en valeur ces coopérations. Il y avait aussi d'autres entreprises d'ailleurs qui étaient là, comme Lockheed Orbital ou Préligence. Et nous, ça nous a permis d'une part évidemment de présenter ça à Emmanuel Macron, mais aussi aux officiels américains qui étaient là. Il y avait aussi l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, il y avait le secrétaire d'État au commerce adjoint Don Graves et d'autres officiels. Donc c'est vraiment un renforcement des liens entre la France et les États-Unis sur le spatial qui a pu avoir lieu la semaine dernière. Est-ce
que vous avez pu prendre part aux conversations? On le disait dans la première actualité de cette séquence, on a parlé de normes, de sécurité, d'observation de la Terre. Est-ce que vous avez été témoin de ces conversations? Est-ce que vous avez pu y prendre part en tant qu'acteur, demain majeur du secteur de la connectivité par satellite? Ah oui, tout à fait, parce qu'il y avait une séquence qui était dédiée justement aux acteurs économiques, et nous, on faisait parfaitement le lien entre la partie un petit peu, je dirais, institutionnelle de la coopération avec Argos, comme j'ai rappelé, et maintenant Kineis. Et donc, on a été invités, et donc moi notamment, à présenter notre activité et notre actualité. Donc, ce que j'ai fait pendant quelques minutes. À chaque fois, c'est évidemment très court et qu'il y a beaucoup d'intervenants. Et on a pu donc faire passer des messages d'importance de coopération, notamment, comme vous l'avez rappelé, sur le sujet des normes, que ce soit d'un point de vue spatial pur, la problématique de la régulation en orbite des satellites, mais aussi sur les territoires américains, la possibilité de candidater à des appels d'offres américains, quand bien même on s'est basé en France. Et donc, c'est des messages qui ont bien été entendus, en tout cas discutés, et sur lesquels on a senti un réel intérêt des deux parties. Merci beaucoup Alexandre Tisserand d'avoir pris le temps de répondre à notre Colactu, président de la société toulousaine Kineis. Quant à nous, on enchaîne avec une autre actualité, deux autres même avant de se quitter pour passer au talk. Sur Mars, des tsunamis géants auraient frappé un océan il y a 3,4 milliards d'années. C'est une étude publiée le 1er décembre 2022 qui nous révèle cela. Et le responsable de ce tsunami, c'est un astéroïde, un énorme astéroïde. Le choc de sa rencontre avec Mars aurait provoqué un tsunami géant qui aurait transformé à lui seul le climat à l'horizon de la planète Mars. Les chercheurs ont identifié un cratère de 110 km, le cratère de Paul, qui pourrait être la zone d'impact. Selon l'une des simulations réalisées par toujours ces mêmes chercheurs, le choc aurait libéré une énergie équivalente à une explosion de TNT de 13 millions de mégatonnes. Alors rendez-vous compte, pour comparaison, l'arme nucléaire la plus puissante jamais testée, la Tsar bombe, a libéré environ 57 mégatonnes. Ici, on parle de 13 millions de mégatonnes. Au total, 570 000 km carrés auraient été inondé. Alors évidemment, selon les conclusions, ce cratère de Paul, il pourrait être un endroit idéal pour rechercher et peut-être trouver enfin des preuves qu'il y a eu la vie sur la planète Mars. Dernière actualité, on termine avec des images impressionnantes d'une sortie dans l'espace. Les astronautes américains Josh Cassada et Frank Rubio ont passé plus de 7 heures en dehors de la station spatiale internationale. Samedi 3 décembre, leur mission consistait à installer un panneau solaire afin d'augmenter évidemment l'alimentation en énergie à bord de l'ISS. Vous aviez déjà découvert cette manœuvre avec la sortie extravéhiculaire de Thomas Pesquet et la mission, cette fois-ci encore, a été accomplie avec succès. Voilà pour l'actualité. On enchaîne avec notre talk sur Bismart. Alors que la capsule Orion est bientôt de retour sur Terre, je vous propose de revenir ensemble sur l'ensemble du programme Artemis pour comprendre les enjeux du programme qui doit renvoyer les hommes avec un grand H sur la Lune. Pour en parler, nous avons nos invités avec à mes côtés Philippe Hénarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre, Ils ont marché sur la Lune, un livre qui retrace évidemment le programme Apollo et qui tombe à pic, puisqu'il vient de ressortir en édition de poche, alors même que nous fêtons cette semaine le lancement de la toute dernière mission Apollo, Apollo 17, qui est partie il y a 50 ans. On aura l'occasion d'y revenir. Avec nous, à distance, nous avons aussi Sébastien Bard, sous-directeur de l'exploration et vol habité au CNES. Bonjour Sébastien, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre rôle, précisément votre implication sur le programme Artemis ? Bonjour. Alors, sur le programme Artemis, la France participe essentiellement via l'ESA en tant que pays membre. Donc, on
on contribue financièrement au programme Artemis. Les contributions essentielles de l'Europe dans le programme Artemis, ce sont les ESM. Le ESM, c'est le véhicule qu'on voit derrière la capsule Orion, là, qui a des panneaux solaires en forme de croix et qui apporte l'énergie et la propulsion au module Orion. Et ça va être aussi 2 modules importants dans la future station, le Gateway, qui va être autour de la Lune. Donc c'est la contribution de l'Europe, au même un peu sur le modèle de ce qui avait été fait sur l'ISS, mais là, ce coup-ci, avec des contributions beaucoup plus importantes de la part de l'Europe. Donc vous participez à coordonner tout ça pour la partie française, en tout cas. On va y revenir dans cette émission. Alors, messieurs, moi, j'aimerais qu'on se pose une première question. Pourquoi, 50 ans après avoir envoyé des hommes pour la dernière fois, on retourne sur la Lune ? On retourne sur la Lune parce que finalement, si on réfléchit bien, Donald Trump l'a décidé quand il était président. D'accord. Non, mais c'était exactement ça. Il y avait un programme lunaire américain qui avait été amorcé par George Bush, qui avait été annulé par Barack Obama. Mais il était lancé, donc les études pour le lanceur géant Space Launch System, on pourra y revenir, étaient en cours. Les tests, les préliminaires pour la capsule, le vaisseau spatial Orion étaient en cours. Il y avait même eu un vol réalisé avec une autre fusée que la SLS en 2014, un vol d'essai. Donc tout ça a été avancé. Les industriels ne voulaient pas trop reculer. Et sur ces entrefaites, dirons-nous, Donald Trump est arrivé au pouvoir. Et il a voulu faire un coup un peu à la Kennedy, mais c'était du Donald Trump. Oui. Donc il a l'éclat n'était pas là, mais l'ambition le retour reste la sur même. la Lune avant, à l'époque, fin 2024, qui devait marquer la fin de son 2e mandat. C'est vrai. Les choses ne sont pas passées comme ça. Les choses ne sont pas passées comme ça, et peut-être que pour la Lune, elles ne seront peut-être pas tout à fait pareilles non plus. Oui, on pourra, ce calendrier, actuellement, on est sur plutôt fin 2025 pour un atterrissage sur la Lune lors de la mission Artemis 3. Oui. Ce calendrier semble difficile à tenir d'après moi. Un petit peu. Sébastien Bard, votre avis sur cette nécessité aujourd'hui de retourner sur la Lune, c'est toujours une question d'ambition politique ? Oui, comme l'a dit Philippe, ces grands programmes, là, quand même, sont des programmes très onéreux. Et quelle que soit la motivation derrière, il faut qu'il y ait à la base une volonté politique. C'est ce qui s'est passé à l'époque du programme Apollo. Les Américains s'étaient fait damer le pion sur le premier satellite, le premier homme dans l'espace avec Gagarine. Il fallait sauver l'honneur, donc Kennedy a lancé ça. Vraiment comme une économie de guerre, ils sont allés sur la Lune, ils ont gagné. Une fois qu'ils ont gagné, ça coûtait tellement cher que ils ont arrêté. Là, c'est un peu la même chose quand même. C'est Donald Trump, peut-être, mais la nouvelle administration n'a pas arrêté le programme. On revit un peu la même chose à une échelle un peu moindre avec la Chine. Il y a quand même une vraie compétition pour aller pour ce leadership. Alors au départ, c'est plutôt un leadership d'ailleurs autour de Mars. Point de vue scientifique, les scientifiques préféraient aller sur Mars. Mars, c'est quand même un peu compliqué. Hein. L'ISS c'est 400 km, Mars c'est au bas mot 40 millions de kilomètres. Donc en fait, on va sur la Lune à défaut ? Alors on y va. Alors à défaut, on y va. Je dirais pas à défaut, mais c'est la solution la plus raisonnable. La marche est trop haute quand même pour aller sur Mars. Quand on y réfléchit un peu aussi, il y a quand même énormément de technologies à maîtriser qu'on ne maîtrise pas encore. Et donc aller sur la Lune, ça permet aussi d'avoir ce step là où on va valider plein de choses. Donc ça, c'est une fois que là c'est décidé politiquement, je veux dire voilà, il y a un enjeu technologique pour nous de valider des technologies dont on aura besoin si on veut voir des voyages lointains et pouvoir faire vivre des humains longtemps dans l'espace. On y reviendra peut-être sur ce type de technologie. Ensuite, une fois qu'on y va, bien sûr qu'il y aura un enjeu scientifique. Connaître la Lune, déjà, notre satellite, on ne le connaît pas si bien que ça. Ça nous renseignera aussi sur la formation de la Terre. Il y a des opportunités scientifiques importantes, par exemple, en pouvant mettre des télescopes sur la face cachée de la Lune, comme des gros télescopes terrestres, mais ce coup-ci, on n'aura pas les effets d'atmosphère, donc on pourra avoir de meilleures performances. Et puis enfin, ce qui est différent aussi dans ce programme, après c'est des opportunités, il y a des enjeux aussi économiques. Hein. On va y retourner, mais pas forcément dans le même modèle que ce qui a été fait dans le programme Apollo. C'est-à-dire la NASA, qui quand même drive ce programme, a ouvert une place beaucoup plus importante au secteur privé, comme elle le fait déjà. C'est vrai que c'est un nouveau visage du secteur que nous révèle le programme Artemis. Mais avant, vous citiez la Chine, vous parliez de la face cachée de la Lune justement. La Chine, pour l'instant, ce sont les seuls à avoir réussi à envoyer un rover
rover sur la face cachée de la Lune. Ça, c'était quand même un sacré coup d'éclat. Est-ce que ça nous rappelle un petit peu cette concurrence américaine avec la Russie? On est exactement dans le même schéma aujourd'hui? C'est un schéma très similaire, en effet. Ouais. C'est un peu plus mou, je dirais, qu'à l'époque, parce qu'il faut se rappeler que le programme Apollo, dans les années 60, ça a été un investissement colossal, un véritable effort de guerre pour les États-Unis. Là, le programme Artemis, c'est un effort important. On voit que le budget de la NASA, ces derniers temps, au Sénat américain, a été un peu plus doté. Donc, il arrive aux alentours de 22 milliards par an, ce qui est pas mal. Il est en hausse. On était plutôt aux alentours de 19. Mais vous voyez, c'est pas une augmentation colossale comme on a pu connaître au début des années 60. Par contre, c'est sûr qu'il a été revigoré, ce programme, et il n'a pas été abandonné par Joe Biden quand il est arrivé au pouvoir, parce que derrière, il y a la Chine qui est en embuscade, qui effectivement a réussi de très belles choses sur le plan technologique. Alors, les atterrissages de sondes automatiques sur la Lune et sur la face cachée de la Lune par la Chine, ça a quand même bluffé tout le monde. Ça montre une maîtrise technologique parfaite. Petit détour par Mars, la sonde qui s'est posée sur Mars avec le rover Zhurong. La Chine a réussi d'un seul coup ce que d'autres nations, dont les États-Unis, ont mis des décennies à réaliser, c'est-à-dire un orbiteur autour de Mars, en même temps qu'un atterrisseur et un rover. Donc tout ça, ça a marché et puis ça marche bien. Donc la Chine a un programme lunaire dont on ne connaît pas totalement les contours, mais on parle d'une base lunaire au pôle sud de la Lune, dans l'horizon 2030, un peu plus au-delà, quoi, avec donc des ça arriverait humains. après nous quand même avec des humains, parce que c'est un vrai sujet. Hein. J'ai une citation ici de Bill Nelson qui réagissait en août à la télévision américaine, qui disait: c'est notre territoire. Nous ne voulons pas que la Chine y aille et dise c'est le nôtre. C'est exactement ça. Ça va être le premier à arriver sur place pour dire bon voilà, on est les précurseurs, on est les pionniers ici. Il y a effectivement, les États-Unis ont toujours marché déjà comme allés, ça. Quand même, Oui, ils sont aiguillonnés par la Chine. Ils ne veulent pas lâcher le territoire. Ils y sont allés, mais ils n'y sont plus. Et ils ne veulent pas que d'autres s'y installent tout seuls. C'est une question de souveraineté qui se prolonge jusque dans l'espace. Alors, il y a un autre jeu politique dont on a pu être témoin cette semaine, Sébastien Bard. C'est ce jeu autour des astronautes. Il y a quelques jours, on le disait dans notre séquence actualité, Emmanuel Macron était à la NASA, et puis il était accompagné de Thomas Pesquet. Il a rencontré aussi Joe Biden, le président des États-Unis, Kamala Harris. Bref, on a senti quand même une insistance assez lourde de dire bon, Thomas Pesquet, notre astronaute européen, mais français, ce serait bien qu'on puisse le voir sur la Lune. Est-ce que c'est pas un peu non réglementaire cette façon de faire, Sébastien ? Oh, je dirais pas que c'est dans le réglementaire, c'est du sport, c'est de la compétition aussi qui existe entre les pays européens. Nous, on est tous autour de l'ESA parce que on peut pas, aucun pays européen tout seul arriverait à réunir suffisamment de fonds pour faire des programmes ambitieux comme ça. Donc notre façon en Europe d'apparaître dans ces programmes, c'est quand même d'être unis, et c'est ce que fait bien l'ESA quand même. Ensuite, voilà, les aspects souveraineté, ils existent aussi à l'échelle européenne, quoi. Donc comme vous le dites, Thomas Pesquet, il est astronaute européen, mais il est quand même bien français, quoi. Et donc on aime bien le dire. Et là aussi, il y aura une compétition sûrement entre les pays européens quand on va devoir choisir le premier européen qui va aller sur la Lune, autour de la Lune, après les premières, après Artemis 3. Voilà, sûrement il va y avoir forcément une compétition entre nous, entre les Allemands, entre les Italiens. Qui a déjà commencé de toute évidence. Bien sûr, faut pas. La même chose se joue, alors peut-être plus amicalement qu'entre la Chine et les États-Unis, mais il y a aussi cette compétition au sein de l'Europe. Est-ce que l'Agence spatiale européenne officiellement n'a pas réagi, mais c'est le genre de sujet qui agace un petit peu? Parce que ça, c'est le rôle de l'Agence spatiale européenne, de négocier qui ira et de décider qui ira. Et d'ailleurs, l'Agence spatiale européenne a déjà négocié 3 places dans le programme Artemis, au-delà d'Artemis 3, comme cela a été dit, pour des astronautes européens autour de la Lune. Et Joseph Aschbacher, qui est le directeur général de l'Agence spatiale européenne, essaie depuis des mois de négocier auprès de Bill Nelson, l'administrateur de la NASA, une place pour aller sur la Lune. Alors, Aschbacher se veut optimiste. Nous avons, à Ciel Espace, interviewé Bill Nelson à ce sujet. Il nous a dit:
Hachbarer est optimiste. D'accord, c'est important de rappeler que ce n'est pas fait. C'est pas fait, c'est en cours de négociation. Mais enfin, voilà, les États-Unis et l'Europe sont des partenaires qui se connaissent, des partenaires historiques, mais il y a toujours une histoire de leadership et les Américains, le programme Artemis, même s'il y a des éléments importants créés par l'Europe, fabriqués par l'Europe dans ce programme Artemis, ils en gardent la maîtrise. Donc, ce que nous dit Bill Nelson, c'est on va d'abord essayer de déposer des Américains sur la Lune en toute sécurité, les faire revenir, après on verra. On voit que c'est un sujet qui n'a pas fini d'être débattu et de faire l'objet de compétitions, même au sein même de l'Europe. Vous parliez tout à l'heure de ce nouveau modèle de faire appel au secteur privé. Ça, c'est vraiment la grosse différence avec Apollo dans ce programme Artemis. C'est finalement ce qui nous montre un peu le nouveau visage du secteur spatial aujourd'hui. C'est la NASA qui fait appel au secteur privé pour arriver à renvoyer des hommes sur la Lune. Il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait ça qui a changé. À l'époque d'Apollo, le secteur privé était présent aussi. Oui. Les sociétés privées ont fabriqué les éléments de la fusée Saturne V. Le module lunaire a été fait par une société privée qui s'appelle Grumman, qui existe toujours. Oui. Mais la NASA, à l'époque, les utilisait comme des sous-traitants. Elle leur demandait, on voudrait telle et telle chose, faites-le sous notre maîtrise d'œuvre, on vérifie ce que vous faites et on passe un contrat avec vous pour réaliser exactement le plan qu'on veut, à peu près. Aujourd'hui, ce qui change, notamment avec SpaceX, parce que je crois que c'est même un cas à part, c'est que SpaceX, qui est une compagnie privée, dont le patron est très connu, c'est Elon Musk, se comporte plutôt, non pas comme un sous-traitant, mais comme une agence spatiale privée qui a ses propres objectifs. Donc, qui fabrique ces vaisseaux spatiaux, ces lanceurs, on le voit très bien avec la Falcon 9 qui décolle, qui lance des satellites, qui revient se poser, qui est en partie réutilisable. SpaceX a ses propres objectifs, ceux annoncés par Elon Musk, qui est en gros d'explorer l'espace et surtout de coloniser Mars. Voilà. Et la NASA s'appuie sur SpaceX, qui est quand même assez dynamique et qui crée des choses, qui fait de l'innovation, pour par exemple lui confier le Human Landing System au sein du programme Artemis. C'est quoi le Human Landing System? C'est le LEM, le module lunaire futur, qui permet donc à des astronautes d'aller de l'orbite lunaire pour se poser sur la Lune. Cet élément, c'est un élément particulier qu'il faut créer. Et la NASA n'a pas financé ce Human Landing System. Donc elle s'est retournée vers SpaceX en lui demandant faites-nous ça, on vous donne une enveloppe financière, faites-nous ça et on verra ce qu'on a. Et en gros, la solution aujourd'hui, c'est le Starship, version lunaire. Le Starship, c'est le gros vaisseau de colonisation de l'espace d'Elon Musk, qui devrait être en version lunaire, mais pour l'instant, c'est très opaque. Pour l'instant, c'est très opaque, on n'a toujours pas vu... Et donc voilà, la différence avec le privé de l'époque, c'est que SpaceX fait un peu ce qu'il veut dans son coin. Oui. Ça, c'est un risque. Quel est votre avis, Sébastien Bardan? Je rappelle que vous êtes membre de l'Agence spatiale française, du Centre national de recherche spatiale français précisément. Est-ce que c'est vu comme peut-être un risque de travailler de cette façon? Parce que c'est quand même de nouveaux paradigmes, en fait. Non, c'est pas, enfin, je vois pas pourquoi ce sera un risque. Effectivement, c'est une façon différente. L'objectif quand même de la NASA et notre aussi, c'est de diminuer les coûts. L'idée, c'est d'acheter un service en fait. C'est-à-dire comme l'a expliqué Philippe, au lieu de tout spécifier, être vraiment aux manettes et d'imposer nos solutions, c'est en fait acheter, comme on fait la plupart d'entre nous dans la vie, on demande d'acheter une voiture avec des capacités, mais on se moque de comment est fait la voiture. C'est un peu la même approche, quoi. C'est-à-dire, et du coup, on va pouvoir solliciter plusieurs intervenants et donc répondre, en fait, prendre la solution qui nous semble la meilleure ou la moins chère. Et donc, ça donne l'opportunité à des sociétés de créer des innovations, de sortir de l'ombre, je dirais. Là, par exemple, on a parlé du gros lander, le futur LEM, mais la NASA déjà a lancé un programme qui s'appelle Eclipse, là, Commercial Lunar Payload Services, pour, en fait, lancer un appel d'offres à des sociétés qui fabriqueraient des landers pour pouvoir aller sur la Lune
Lune et poser des expériences scientifiques. Donc c'est quelque chose qui est un peu moins ambitieux et donc qui donne la porte ouverte à plein d'entreprises de taille plus modeste que Spaceship et donc qui permettent de faire émerger un nouveau secteur spatial. Aujourd'hui, c'est une opportunité qui est intéressante pour le secteur privé, qui est surtout qui bénéficie surtout côté américain et une de nos activités aussi en tant qu'agence, c'est de faire en sorte qu'en Europe aussi on en tire les profits et qu'on puisse faire émerger un secteur privé aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Est-ce qu'on pourra se dire finalement, si on anticipe un peu, on est dans 5-10 ans, que le programme Artemis sera refaçonné d'une certaine façon, notre secteur spatial, dans le sens où il aura à apporter des étapes importantes technologiquement aussi, c'est-à-dire toutes les technologies qui vont être développées dans le cadre de cette reconquête lunaire serviront ensuite à aller sur Mars, si tout va bien. Ces nouvelles méthodes de financement, de partenariat, c'est une façon aussi de rappeler à l'Europe qu'elle doit être souveraine et qu'elle doit être force, et elle est replacée au centre des discussions grâce à Artemis. Est-ce que ça va refaçonner le secteur spatial ? Le refaçonnage du secteur spatial, avec les relations avec le privé, a déjà commencé. Oui. La NASA est déjà contractante demande le service à SpaceX pour envoyer des astronautes dans l'ISS. Oui. Donc Artemis ne fait que prolonger cette méthode. Alors c'est sûr que en décidant d'aller autour de la Lune et sur la Lune, il y aura aussi d'autres améliorations technologiques, très certainement, et des progrès qui pourront, dans un futur plus lointain, éventuellement servir à aller sur Mars. C'est une autre échelle que juste d'aller en orbite autour de la Terre, sur le plan technologique. Maintenant, sur le plan de la collaboration et des équilibres entre le privé et le public, ça a déjà commencé avant Artemis. Et pour la reposition de l'Europe, peut-être qu'on peut finir là-dessus. Est-ce qu'on peut dire qu'elle sortira gagnante, qu'elle est déjà gagnante grâce à ces accords, Sébastien et puis Philippe ? Je voudrais juste rajouter une chose. Là, on parle de secteur privé autour de technologies qui sont très, très spatiales. On va parler de fusées, de landers, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut souligner aussi avec le programme Artemis et le retour de l'homme sur la Lune, c'est qu'on n'y revient pas comme Apollo, on y revient pour y rester. Et donc, y rester, ça veut dire qu'il va falloir qu'on maîtrise des technologies qui sont essentiellement autour de l'autonomie, c'est-à-dire le recyclage, comment on va produire la nourriture sur place, comment on va produire de l'énergie. Et ça, c'est des choses complètement nouvelles qu'on ne gère pas aujourd'hui dans le spatial. Et ce que je veux dire, c'est que ça ouvre aussi un secteur nouveau du spatial, vers des industries qui n'étaient pas du tout aujourd'hui concernées par le spatial. Donc non seulement, comme on l'a dit, il y a un secteur privé qui va peut-être émerger autour de technologies spatiales, mais en plus, ce que je crois sincèrement, c'est que ça élargit encore plus ce secteur à des activités qui traditionnellement n'étaient pas du spatial. Voilà. Et donc, pour répondre à la question, oui, ce que j'espère, c'est que l'Europe, bien sûr, a plein de qualités et d'atouts. Il y a des leaders mondiaux sur des technologies qui ne sont pas justement du spatial et que c'est une opportunité pour tirer les épingles du jeu, quoi. Un dernier mot, Philippe. Oui, l'Europe a clairement un challenge face à elle, c'est de compter dans cette aventure lunaire où on voit bien qu'il y a la Chine, il y a les États-Unis qui se positionnent. Et si l'Europe, politiquement, ne décide pas d'y aller, elle va être absente de ces développements dont on vient de parler, qu'ils soient technologiques ou commerciaux. Donc c'est un peu plus compliqué en Europe parce que l'Europe, c'est pas une seule voix, c'est pas un pays, c'est pas Joe Biden qui décide. C'est plusieurs pays qui doivent se mettre d'accord. C'est en cours. Les pays qui financent l'Europe spatiale sont bien conscients qu'il ne va pas falloir être absent de cette course-là. Et donc, espérons que le délai ne sera pas trop long pour s'imposer et pour faire en sorte que les règles du jeu qui vont se créer sur la Lune ne se fassent pas sans l'Europe. Très important. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris part à ces conversations. Sébastien Bard, je rappelle que vous êtes sous-directeur de l'exploration et vol habité au CNES, et vous, Philippe Hénarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace et auteur, je le rappelle, de ce livre « Ils ont marché sur la Lune ». Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.